Lorsque le gouvernement de la région, en 2001, a décidé du PRAS, ils avaient déjà décidé de quelques grandes lignes pour l'aménagement du site de Tour et Taxi. Ils avaient prévu qu'il fallait minimum 1 hectare de parc. Deuxième étape, c'était lorsqu'on a reçu le permis de rénovation, de réaffectation de l'entrepôt royal, eh bien, la ville a donné un permis. Et c'était l'époque de l'échevin Henri Simons, et il a demandé, en termes de charge d'urbanisme, 1 hectare de parc en plus. Donc on était à 2. Et est intervenu finalement le PPS définitif maintenant en été 2017, où on est arrivé à 9 hectares de parc. Er waren eigenlijk 3 grote uitdagingen met het terrein. Het eerste was dat het helemaal horizontaal gemaakt was, waardoor het water niet kon weglopen. Het tweede was dat er ballast opgelegd was, ballast om de dwarsliggers te kunnen dragen van de sporen. En een derde was dat we in de eerste instantie een beperkt budget hadden, omdat we eigenlijk een groter park wouden maken dan dat nodig was in het begin. De meeste substraat qu'on a trouvé sur place pour que l'eau coule. Het ontwerp voor het park is eigenlijk gegroeid uit een dubbele benadering. Enerzijds, zoals wij vaak doen in onze ontwerpen, een echte onderzoek, cartografisch, bodemkundig, naar de kwaliteiten van deze plek. En anderzijds een soort wandeling op de site, proberen opsnuiven van de kwaliteit van de site. En vanuit die cartografie is gebleken dat we eigenlijk aan de westflank van de Zenne zitten, langsheen de vallei van de Molenbeek. De Molenbeek stroomt over in het kanaal een beetje verderop, maar één keer we aan Bokstaal zitten, komen we eigenlijk in die beekvallei van de Molenbeek. Dat is een eerste constatatie. Tweede constatatie, aangezien dit een site was waar treinen kwamen, was een spoorgeul gebouwd. Die kan je daar trouwens zien. Die spoorgeul is uitgegraven in het landschap en meandert hieruit om treinen toegang te geven tot de Gare Maritime en die andere gebouwen. En dus vanuit die 3 moeilijkheden hebben we gekeken van hoe kunnen we maximaal het budget dat we hebben inzetten om die transformatie in gang te steken. En eigenlijk zijn we gekomen tot een idee van een evolutief park. Het is dus geen park dat klaar is bij oplevering, maar een park dat zichzelf eigenlijk verbetert. En hoe hebben we dat gedaan? Door enerzijds die ballast af te schrapen. Dus we hebben de toplaag van 80 centimeter afgeschrapen. En dan eigenlijk gekeken dat we die grovere stenen konden gebruiken om een ondergronds waterreservoir te maken. Dus we hebben eigenlijk al die stenen, in plaats van die af te voeren en te moeten betalen voor het vervoer ervan, hebben we die onder de grond gestopt, hieronder. En dan test gedaan en kunnen zien dat we eigenlijk een grote hoeveelheid water kunnen opslagen tussen of in de interstitiële ruimtes van die stenen. En we hebben die test gedaan om eigenlijk te zien dat we niet alleen het regenwater van het park kunnen opvangen, maar ook het regenwater van de toekomstige ontwikkeling. En dan zijn we gaan kijken van hoe kunnen we hier nu vegetatie in aanbrengen. We hadden niet het budget om 30 centimeter teelaarde overal op te gaan leggen. 4 hectare is 40.000 vierkante meter. En dus wat we gedaan hebben is samen met een botanist gaan kijken van welke vegetatie kunnen we aanbrengen in deze rijke grond. We hebben gekozen om klaver aan te leggen, die zie je nog. Maar je ziet ook al dat het gras aan het herkoloniseren is. Dus de klaver maakt de grond vrij om gras te laten groeien. Een tweede, en dat kan je ook daar zien, is dat we 2 soorten bomen gebruikt hebben. Enerzijds snelgroeiende pionierbomen, dat zijn die wilgen die je daar ziet. Wat doen die wilgen? Elk jaar groeien die 1 à 2 meter omhoog, maar ook omlaag. Eigenlijk die met hun wortels gaan die de grond verbeteren. De grond verbeteren voor de trager groeiende bomen die we ertussen geplaatst hebben en die op termijn het beeld gaan overnemen. Dus er zijn 3000 snelgroeiende pioniersbomen en 300 traaggroeiende edele bomen. En daarvoor hebben we gekozen voor streekeigen bomen zoals eik, zoals els, zoals linde verderop. En dus je gaat eigenlijk een evolutief park krijgen waarbij het beeld steeds verandert en waarbij op termijn de wilgen gekapt gaan worden op het moment dat de andere bomen groot genoeg zijn om het beeld te gaan vormen.
C'est vrai qu'il n'est pas rentable ce parc, il fait partie pour nous d'un frais d'infrastructure de l'aménagement de site. Donc nous, on doit prendre ça comme un coût dans notre développement, un grand coût important. Mais évidemment, c'est une infrastructure qui donne aussi de la valeur, hein, parce qu'on peut faire des appartements autour de ce parc, le long de ce parc, et d'avoir un nouveau parc de cette taille-là à côté de logements. Je suppose que les logements vaudront un peu plus, ou du moins, ils se vendront plus facilement. J'ai rencontré Basmet dans le cadre d'une biennale d'architecture paysagère que j'avais initiée en collaboration avec les Beaux-Arts. Et puis de fil en aiguille, on a pris le temps de se connaître, d'échanger sur nos visions de la ville, sur aussi le travail qui peut être mis en place de collaboration des pouvoirs publics avec des personnalités connues comme la sienne. Et puis il se fait que j'avais le souhait de poser un geste par rapport aux victimes des attentats de Bruxelles. Et c'est lors d'une conversation que s'est dessiné le projet commun du mémorial qui est aujourd'hui en forêt de Soignes. Je me retrouve un jour dans un débat sur les objectifs du millénaire. Et je rencontre une personne qui travaille dans le secteur des droits humains et je lui pose la question de savoir s'il existe à Bruxelles un lieu qui décrit ou en tout cas qui incarne les droits humains et la déclaration des droits de l'homme, puisqu'il y avait un anniversaire qui se profilait à l'horizon. Et on discute et on se dit qu'en fait aujourd'hui on ne célèbre plus beaucoup en fait les droits humains en ayant des monuments qui rappellent justement ce qui est essentiel à l'homme, c'est-à-dire ses droits fondamentaux. Et donc, de fil en aiguille, après quelques jours, je réfléchis et je me dis c'est important d'avoir des lieux à Bruxelles qui sont des lieux de mémoire, qui sont des lieux de réflexion, des lieux qui nous projettent sur des droits qui sont essentiels pour tout le monde, en réalité, bien au-delà évidemment des 19 communes, de la Belgique, de l'Europe. Des droits fondamentaux qui en fait sont menacés évidemment aujourd'hui à travers le monde. Et donc à ce moment-là, je vais retourner vers Basmet en lui disant j'ai cette idée, qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que ça fait sens de pouvoir travailler sur un sujet de la sorte, mais est-ce que ça peut t'inspirer également? Et c'est comme ça qu'une nouvelle collaboration se met en place. L'œuvre, en fait, est une obélisque. C'est, sur le plan architectural, je dirais, un outil, ou en tout cas une manière de symboliser les choses qui a été fort incarnée de par le passé. On connaît tous des obélisques, très peu en réalité en Belgique. On connaît évidemment la Concorde à Paris. Et c'est Basse lui-même qui est venu avec une réflexion sur la notion des obélisques, qui m'a montré toute une série de monuments qui reprenaient la forme de l'obélisque. Il se fait qu'en travaillant sur la forme de l'obélisque, on s'est rendu compte aussi que ça permettrait de pouvoir inscrire ces droits de l'homme dans toute une série de langues. Et c'était essentiel pour nous, évidemment, le néerlandais, l'allemand et l'anglais, vu le caractère cosmopolite de Bruxelles. La matière, on voulait avoir en fait une matière et des couleurs qui symbolisaient la diversité des droits humains. Et donc, il y a un travail qui s'est opéré au niveau des bureaux de Basmet pour trouver cette palette diversifiée, palette aussi qui symbolisait toute une série de pays aussi. Et donc, il y avait cette gradation de couleurs vers le ciel qui nous permettait en fait de décliner ces droits humains, évidemment dans l'ordre de la déclaration, mais en montant toute la diversité de ce qu'est l'homme sur cette terre. Je voulais qu'il soit au cœur
d'un projet qui était en train d'émerger à Bruxelles, qui est Torretaxi, un croisement entre le passé de Bruxelles et son futur. Je voulais que ce soit une perspective aussi qui se dessine. C'était très différent comme réflexion de la réflexion du mémorial lié aux attentats de Bruxelles, où là, nous voulions un endroit plus confidentiel, un endroit de recueillement au sein de la forêt. Ici, c'était vraiment permettre aux tout venants, lors d'une promenade, d'avoir l'œil attiré et de se rapprocher justement de cette déclaration des droits humains. Il a toujours réussi à traduire avec beaucoup de justesse le souhait de départ qui était le mien, mais en fait qui était au service d'une cause de citoyens. On a eu beaucoup d'interactions toujours en fait dans les travaux qu'on a menés ensemble, et ce n'était pas qu'une interaction huis clos entre lui et moi, puisque toute une série d'autres acteurs sont intervenus dans ces créations, celles et ceux qui travaillent au quotidien sur le respect des droits humains. Donc ce n'était pas uniquement l'idée d'une ministre mise en musique par un grand professionnel de l'architecture paysagère, c'est une idée de départ qui est traduite, mais qui est travaillée, qui est confrontée. Et d'ailleurs, je pense que Bas-Smeth le décrit d'ailleurs avec des mots très justes quand il explique le parcours qui est le sien dans cette création et dans l'aboutissement aussi du travail au final.